Donc, ce que je vous ai dit mercredi, puis vous le savez, hein, maintenant, c'est pas une nouveauté, mais bon, Trump a été élu, d'accord? Il y a toujours le risque de falsification, des votes, et cetera. Mais bon, pour l'instant, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Donc, voilà, pour l'instant, c'est Trump qui a été élu. Et en plus de ça, donc il a eu, la majorité au Sénat, dans la Chambre des représentants aussi, avec, une grosse partie, qu'on retrouve, je vais vous présenter ça, une grosse partie, pro-crypto. Alors, dans la Chambre des représentants, on a quand même 257 personnes qui sont, pro-crypto aujourd'hui contre 115 qui sont contre, et au Sénat, on en a 16 pro-crypto contre 12 qui sont, anti-crypto, quoi. Donc on commence à avoir un vrai shift d'un point de vue, politique, en fait, purement crypto. Et d'ailleurs, Trump en avait profité pour faire pas mal quand même de promesses, même si ça reste des promesses et c'est pas du tout encore fait. Et on sait ce que ça vaut les promesses de politique quand même. Mais il y a quand même eu pas mal de promesses crypto qui ont été faites et plus spécifiquement sur le BTC aussi, que je vous ai représenté ici. C'est là typiquement faire en sorte de virer Gary Gensler, de libérer Russell Bricht, de faire en sorte d'éviter éviter de favoriser en fait la création et le développement des monnaies de banque centrale, faire en sorte d'avoir une réserve stratégique en Bitcoin. Et ça, pareil, ça commence à prendre forme et j'en parlerai un petit peu plus tard. Il y a eu des propositions au Sénat qui ont été faites. Ça ne veut pas dire que c'est encore acté, mais en tout cas, il y a des dossiers qui ont été déposés et donc, bon, ça commence à bouger de ce côté-là. Bref, je vous ai mis ici tout le descriptif en fait des promesses qui avaient été faites par Trump pour la crypto. Il a également aussi dit qu'il voulait qu'une grosse partie des bitcoins qui soient minés aux États-Unis et pas ailleurs dans le monde. Il voulait devenir le hub spécifique à la crypto. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et ce que j'expliquais mercredi, c'est que même si on n'est pas forcément pour la politique, parce que bon, ça reste que souvent des promesses souvent un peu en l'air. Je pense que ça joue un rôle qui est quand même prédominant et super important pour la croissance, le développement de la crypto et surtout pour le légitimer, je sais pas comment on dit en français, peut-être plus légitimer, aux yeux du grand public. Parce que si demain, comme quand on a eu BlackRock avec les ETF, en fait, quand tous ceux qui disaient le Bitcoin c'est pourri, ça sert à rien, machin, tu dis bah regarde, BlackRock est dessus, toi t'es qui? Ah bah oui, t'as raison, peut-être que bon, a priori ils savent comment faire de l'argent, c'est peut-être pas aussi pourri que ce que je pensais. En fait, le temps de validation des grandes institutions. Et pour des grands pays, des grandes puissances comme l'Amérique, si on a un président qui est pro-crypto, qui fait des choses pro-crypto, et qu'en plus de ça, on a au Sénat, à la Chambre des représentants, des personnes qui poussent ensuite un peu plus là-dedans, je pense que ça peut faire bouger énormément les choses et ça peut faire en sorte de légitimer encore plus ce nouvel écosystème. Parce que le volet juridique et réglementaire, c'était quand même assez flou jusqu'à maintenant. Et puis avec ce qu'on avait comme problématique avec la SEC, je pense qu'il y avait un besoin de changer tout ça. Mais voilà, c'est pas encore fait. Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi, Théo, déjà par rapport à ça. Est-ce que tu as, je sais pas, ton point de vue là-dessus? Est-ce que pour toi, c'est plutôt bullish pour la crypto? Est-ce que tu penses que c'est pas intéressant? Est-ce que tu penses que ça soit Harris ou Trump, en fait, est-ce que ça aurait changé grand-chose, en fait Ouais, mais c'est surtout sur ce point-là que j'allais commenter, effectivement. Donc c'est vrai on l'avait déjà évoqué au final dans pas mal de live. Au final, que ce soit un peu Harris ou Trump, on s'en fout un peu parce que c'est pas ça le plus gros catalyseur. Bien évidemment, Trump qui passe, c'est plus bullish que Harris, mais dans tous les cas, et ça, il y a pas mal de commentateurs qui le disaient aussi, au final, ça va pas changer grand-chose. Ce qui compte vraiment, c'est les liquidités. De toute manière, le meeting de la Fed, ils sont programmés, vous pouvez regarder sur il y a certains sites qui donnent les probabilités de taux et les prochains meetings de la Fed, ils sont programmés, je crois que c'est tous les 2 ou 3 mois. Donc c'est pas forcément, enfin voilà, le meeting qui s'est passé hier, que ce soit Harris ou Trump, la baisse d'étoiles aurait été actée quand même. Et donc au final, peut-être si ça avait été Kamala Harris, on n'aurait peut-être pas eu cet effet aussi bullish tout de suite. Mais dans tous les cas, je pense qu'on aurait quand même eu un bull run après, même si ça aurait peut-être tardé un peu plus. Euh, donc au final, c'est pas forcément ça qui va faire changer la balance. Après, clairement, s'il y a certaines de ces propositions qui passent, parce que bon, libérer Russell Bricht, c'est bien pour lui, ça envoie un message positif, mais dans tous les cas, c'est pas ça qui va potentiellement être catalyseur d'un bull run. Par contre, moi, la mesure qui me donne envie de la suivre le plus, c'est vraiment cette idée de réserve stratégique de Bitcoin par les États-Unis. Donc, il faut savoir comme après, je sais pas ce que tu as prévu après, donc on peut le toucher peut-être rapidement Ouais, on va en maintenant. parler rapidement. On va en parler rapidement, tu vois, mais c'est vraiment le projet de loi. Il y a
une note. Alors c'est toujours pareil, c'est comme en France. Bon, on s'affole quand c'est l'imposition au passeport, mais c'est une proposition qui sera peut-être et on espère jamais votée. Et bon, il y a aussi des propositions positives de temps en temps. Donc là, aux États-Unis, ils proposent de créer une réserve stratégique de Bitcoin. Donc ça serait acheté progressivement. Alors, je ne sais plus exactement les termes de cette proposition, mais c'est acheter régulièrement des quantités fixes de Bitcoin pour les détenir pendant au moins 20 ans, il me semble. Donc c'est vraiment quelque chose où on aurait les États-Unis qui achètent en spot du Bitcoin régulièrement pour le détenir sur une grosse période de temps. Donc évidemment, si ça venait à passer, ça serait hyper bullish parce que ça voudrait dire que tu avais la première puissance économique mondiale qui commence à acheter et à se faire des réserves stratégiques. Et donc, tu aurais potentiellement des autres États qui feraient du front run parce que si les États-Unis commencent à en avoir, il faut que j'en ai aussi. Donc, bon, ça serait un truc hyper bullish. Et en plus, tout l'aspect réglementaire qui était clairement délétère aux États-Unis jusqu'à présent et qui pourrait potentiellement s'assouplir un peu parce que c'est vrai que bon, voilà, républicains, Trump, ils sont plutôt favorables au monde financier. Donc, on peut s'attendre à une meilleure régulation, voire dérégulation dans certaines parties de l'écosystème. Et donc, il y a aussi le côté un peu DeFi que j'ai vu qui pourrait potentiellement bénéficier parce que c'est vrai qu'ils se sont fait taper dessus. Enfin, la SEC, tous les procès, c'est quasiment que de la DeFi vers laquelle ils ont été, même s'ils sont attaqués aussi sur des plateformes centralisées. Mais bon, Uniswap dernièrement, c'est vrai qu'ils sont pas mal tombés sur le côté DeFi de l'écosystème. Et donc là, si on était sur une législation plus pro-DeFi, ça pourrait être un bénéfice parce que c'est vrai, du coup, là, on avait un peu le côté ce côté décentralisé de l'écosystème qui était attaqué de toutes parts. Et du coup, les gens qui s'en détournent un petit peu parce que quand tu as des procès au cul, quand tu as l'impression qu'au final, c'est un écosystème qui va se faire attaquer, qui est en train de régresser, bon, avec des projets qui sont un peu sous les feux de la critique, bon, tu n'as pas forcément envie d'investir dessus. Et là, si ça se débloque un peu cette situation, ça serait plutôt positif parce que clairement, voilà, on n'a pas envie de pousser les gens vers que des plateformes centralisées, hyper régulées. Donc, ça serait plutôt positif. Mais après, comme tu l'as dit au début, il faudra voir vraiment ce qui passe une fois. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il pourra commencer à mettre les choses en place. Il me semble que là, c'est en janvier, je crois, qu'il commencera enfin, son institution. Ouais, il y a le. Ouais. C'est en janvier. Ouais. Ouais, c'est comme la dernière fois où il y avait le truc du Capitole. Bon, ouais. Il y a Mm. la proclamation officielle des résultats. Pour l'instant, c'est encore Joe Biden qui est président et il y aura une transition. Donc, au final, il aura les manettes. Et du coup, pour le coup, il a vraiment les manettes parce que, comme tu l'as dit aussi, il a la Chambre des représentants, le Sénat. Donc, en gros, c'est tout républicain. Il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de mélange, des choses comme ça. Donc, c'est tout. Il aura les manettes beaucoup plus que la dernière fois en plus pour pouvoir passer des trucs. Donc, il faudra voir ce qui passe. Et en général, bon, c'est comme partout, mais il faut en général le plus qui passe, c'est au début. Enfin, si tu remarques dans les élections, les choses comme ça, là où il y a le plus de changements qui peut être proclamé, c'est vraiment au début quand il a les manettes, et après il y a les bâtons dans les roues qui arrivent. Donc il faudra voir vraiment. Encore une fois, ça peut être en plus un catalyseur pour le premier trimestre 2025 pour le bull run, voir ce qui passe. Donc, voir ce qui passe. Et après, voilà, attention à la FOMO-attitude, effectivement. Là, on a un petit momentum avec des attaches qui sont breakées régulièrement. Il va y avoir des corrections. On ne va pas monter en ligne droite comme ça. Donc, effectivement, il y a peut-être un momentum élection américaine où c'est vrai que c'est plutôt bullish. L'écosystème crypto se réjouit plutôt. Mais voilà, on ne s'est pas dit qu'on est. Enfin, c'est sûr d'ailleurs qu'on aura des corrections d'ici au prochain. La phase hyperbolique, la phase 5, si vous voulez regarder les Elliott Wave, mais bon, on n'ira pas comme ça en ligne droite jusqu'au bout, quoi. Après, tu vois, moi, mon avis, et c'était ce que j'expliquais aussi mercredi, c'est que déjà par rapport aux élections qu'on a pu avoir entre Trump et Harris, tu sais, tu avais vraiment un gros changement on va dire, de présentation entre les médias traditionnels et ce que nous, on peut être amené à suivre, et principalement, tu vois, X et tout. Voilà, bon. Même nous, on est dans une micro-chambre, tu vois, une micro-bulle. On suit des entrepreneurs, on suit des investisseurs, on suit des gars en crypto, globalement. Et tous étaient pro-Trump. T'en avais pas un qui était pro-Harris, quoi, globalement. Et même sur Polymarket, j'en ai parlé, ça faisait des mois que sur Polymarket, tu voyais que Trump était en première position. Et ça, il y a beaucoup d'études aussi qui montrent que tout ce qui est, on va dire, paris en ligne, au-delà des sondages, c'est beaucoup plus précis que les sondages, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a la pépette. Hein. Mais en même temps, je veux dire, quand les résultats sont tombés, en fait,
pour moi, j'étais convaincu parce que j'étais peut-être aussi, tu vois, dans le microcosme lié à la crypto et vu que je regarde pas les médias traditionnels, à côté, dans ma tête, c'était en mode: «C'est acté que c'est Trump», tu vois? Et en fait, je suis tombé sur un article la dernière fois, je crois que c'était Le Monde, qui avait fait ça et il disait qu'en fait, sur les médias tradis, tu avais 90 de presse positive pour Harris et plus de 95 de presse négative sur les médias tradis contre Trump. Et mes parents, tu vois, genre, quand il y a eu les élections, je dis: «Bon, bah, voilà, c'est Trump», tu vois, genre, on s'y attendait, tu vois? Et eux, genre, ils étaient surpris. Tu vois, genre, vraiment, ils étaient en mode: «Mais non, mais c'est pas possible, comment ça se fait?» Il était, grave en bas dans les sondages et tout. Et c'est là que tu te dis, en fait, que les nouveaux médias, donc en fait, tu vois, Twitter qui a été rechangé du coup en X et qui a été racheté par, Elon Musk, avec quand même pour objectif premier d'éviter tout ce qui est censure, parce qu'on l'a vu aussi avec la crise sanitaire, il y a eu énormément de censure. Et ça, Elon Musk, ça lui a absolument pas plu. D'ailleurs, il a énormément aussi aidé Trump pour son élection. Mais en fait, tu vois, j'ai l'impression que avant, ce qu'on considérait comme étant des sources d'informations peu qualifiées, c'est-à-dire les réseaux sociaux, en fait, maintenant, ça prend énormément le dessus avec des plateformes comme Twitter qui ont énormément joué un rôle quand même super important dans l'élection de Trump. YouTube aussi, vu qu'il est passé sur Joe Rogan en 3-4 jours, Trump a fait plus de 45 millions de vues sur la vidéo et sur le podcast et tout. Et en fait, tu vois, je trouve qu'il y a maintenant des médias un peu à deux vitesses. Et je dis pas que tout ce qu'on retrouve sur Internet et sur Google et sur YouTube de manière générale, sur Twitter, c'est que de la bonne information. Mais en tout cas, tu vois, dans ce que moi je suivais en tout cas et pas regarder tu vois, le Figaro, le New York Times, tous ces trucs là, bah, en fait le résultat et en étant dans la crypto, j'ai pas été surpris de ce truc. Et je pense que quand on est dans la crypto, si tu avais suivi tous les médias traditionnels, dans tous les cas, à la base, tu ne te serais jamais intéressé à la crypto parce que la majorité de ces médias aujourd'hui disent que la crypto, c'est de la merde, ou t'en parles quand c'est le pire moment. Donc déjà, toi-même, pour être dans la crypto et pour y être resté et pour y être dans des moments en fait qui puent, clairement, tu as déjà fait ce travail en fait d'analyse, de réflexion et de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on va te déblatérer et te vomir sur les médias traditionnels. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens en crypto n'ont pas du tout été surpris en fait de l'élection de Trump, même si je pense qu'on a aussi dans des gros biais de confirmation, parce que moi perso, je suis pas du tout allé regarder ailleurs. En fait, je suis vraiment resté dans la bulle et dans la sphère propre, enfin pure crypto, entrepreneuriat et tout. Donc c'est peut-être aussi une bulle à proprement parler. Mais je pense que tu vois, pour beaucoup, on n'a pas été surpris. Et je sais pas si ça a été ton cas et ton avis Mais là-dessus un peu. clairement, moi j'ai plein de choses à dire là-dessus aussi. C'est vrai que bah, pour commencer, j'étais en France le week-end dernier. Et c'est vrai, du coup, le traitement médiatique en France, mais franchement, moi, mes parents, c'est la même. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas la télé. Enfin, chez moi, j'ai juste, comment ça s'appelle, un Amazon Fire Stick pour pouvoir avoir un Netflix, enfin, les trucs que je regarde, YouTube, des choses comme ça. Mais j'ai même pas, j'ai pas l'antenne, j'ai pas la TNT, je n'ai même pas la télé branchée, donc je regarde jamais les infos. Et c'est vrai que le traitement médiatique, c'est Kamala Harris, c'est que les trucs positifs. Trump, il prenait juste les extraits, tu vois, où il disait les trucs les plus extrêmes, ou parce que des fois, il a bien déconné, dire des petites conneries, c'était juste ces extraits-là. Et du coup, quand il est passé, en fait, tout le monde, ils étaient surpris, genre, putain, c'est pas possible, ça va être horrible et tout, parce que le traitement médiatique, c'était vraiment, c'est Kamala Harris qui est devant. C'est sûr, ça va passer. Après 2 semaines, les instituts de sondage, il y a aussi toute une polémique. Bon, si vous êtes dans l'écosystème crypto, je pense que vous l'avez vu aussi. Il y a, il me semble, Charles Gave aussi qui en a parlé pas mal du fait que les sondages, au final, ils s'étaient déjà plantés la première fois que Trump était passé. C'était sûr que c'était Hillary Clinton, 100%. C'est pas possible, machin, un extrémiste et tout. Et au final, plus on se rapproche de l'échéance, plus ils se disent, putain, mais non, là, on a déconné. Là, il faut qu'on revoie un peu les trucs. Donc, au final, le discours, c'était plus, ouais, c'est hyper serré. Et c'est vrai que toutes les lignes de journaux mainstream, c'était un duel serré, l'élection la plus serrée, ça va être très serré, on ne sait pas qui c'est qui va passer. Et au final, la dernière fois, il a fallu attendre 4 ou 5 jours le temps qu'il y ait des dépouillements pour vraiment avoir le vainqueur. Là, c'était vraiment, et il y en a plein qui te parlaient de landslide, donc c'était un peu le glissement de terrain, donc une grosse vague pour Trump. Et c'est ce qui s'est confirmé au final comme tu disais, sur X, et il y en a plein de gens en pro-crypto qui parlaient de ça. Et clairement, on l'a vu au final, dans la nuit même, alors que la dernière fois, il a fallu attendre 4 ou 5 jours pour avoir la validation des résultats. Bon, là, tu la montres au début, mais la carte elle était clairement toute rouge. Les États clés sont tombés les uns après les autres. Et quand la Pennsylvanie est passée, a eu les résultats, au final, c'était quasiment mathématiquement impossible pour Kamala Harris de passer. Donc au final, je pense que ça a surpris pas mal de gens.
Et c'est vrai qu'il faut, si vraiment vous étiez persuadé que le scrutin était hyper serré ou que c'était même Kamala Harris qui allait passer et que vous avez regardé que des médias ou que c'était vraiment votre truc principal et que vous n'avez rien vu d'autre, posez-vous des questions sur les médias que vous regardez. On en avait parlé aussi sur d'autres lives, mais tu as l'effet Hellman, donc c'est-à-dire le fait de considérer que les journaux que tu regardes sont pertinents pour parler de plein de sujets et ils sont compétents pour te transmettre l'information, alors que de temps en temps, sur un sujet que toi tu maîtrises, tu te rends compte qu'ils disent de la merde en gros. Concrètement, souvent c'est des trucs de ton taf ou de ton hobby, c'est-à-dire que le traitement des cryptos, moi j'en avais parlé, dernièrement ça s'est un peu amélioré parce que je suis de temps en temps Le Monde, mais les articles de 2018, 2019, 2020 sur la crypto dans les médias généralistes, mais tu te dis, mais c'est pas possible, mais qui c'est qui a écrit ce torchon, tu vois, et du coup, toi, tu t'y connais un petit peu et tu te rends compte qu'ils disent de la merde à fond, quoi. Pareil, en général, dans ton taf, tu vois, genre si t'es dans une industrie, dans un secteur concret au niveau de ton taf, t'as quand même les tenants et les aboutissants un peu plus clairs, et quand il y a un article qui parle de ton secteur, des problématiques, de machin, tu te dis, mais non, c'est pas ça le truc, tu vois, genre, je sais pas où t'as pris tes sources, mais c'est n'importe quoi. Donc pour tes niches de connaissances, tu te rends compte que les médias disent de la merde. Et pourtant, genre, sur tout le reste, tu dis, ah bah oui, ok, il parle de ça, ça doit être ça, tu vois, genre, tes informations, tu considères que ce qu'ils te racontent, tu prends ça un peu pour argent comptant, alors que sur les trucs que tu maîtrises vraiment, tu sais qu'ils disent de la merde. Donc, bon, après, c'est un peu normal parce qu'ils peuvent pas être compétents et experts dans tous les domaines. Ils sont obligés de pondre des articles comme ça sur un sujet où tu as le chef de rédac qui dit, qui vient avec les news AFP, tu dis, bah, écris-moi un article sur la crypto, écris-moi un article sur, je sais pas, la culture de poireaux dans je sais pas quel pays. Donc, tu vois, au final, ils n'ont pas le temps de se renseigner sur tout. Mais il y a aussi cet effet-là. Et après, quand même, tu vois, c'est un peu. On voit effectivement un essor parce que tu as parlé des podcasts, il y a eu Joe Rogan. Et c'est vrai qu'apparemment, il y a eu aussi le fils de Trump qui l'a conseillé parce qu'il a été sur d'autres podcasts, type Adin Ross, type d'autres podcasts où au final, il a fait quand même campagne là-dessus. Et pour revenir aussi au sondage, il me semble qu'il y en avait. Alors, je ne sais pas si c'est vrai parce qu'il faudra confirmer, mais un mec sur Polymarket qui a engrangé celui qui a fait le plus, je crois, 20 millions en pariant sur plein de trucs plus 20 millions. que Trump allait passer. Et au final, dans les sondages, parce que c'est pour. Apparemment, il aurait embauché une entreprise de sondage privée pour aller faire ses propres recherches en amont. Et en fait, au lieu de poser la question est-ce que vous allez voter pour Trump, il avait demandé qu'est-ce que vous pensez que votre voisin allait voter, du coup, parce qu'il y a tout cet effet des sondages aussi où quand on te pose la question, tu peux avoir un peu ce côté moral, tu vois, il y a un peu comme parfois, tu vois, sur les sondages, le Rassemblement national en France, personne dit, tu vois, genre dans les sondages, non, mais moi, je vote pas Rassemblement national. Et après, tu regardes les résultats et tu vois, il y a une décorrélation entre ce que les gens répondent dans les sondages et la réalité. Et je pense que, tu vois, dans ce cas-là, il y a aussi un peu cet effet-là où il y a eu des sondages qui ont été faits un peu de manière traditionnelle. Et alors, est-ce que les instituts de sondage sont biaisés parfois ou est-ce que les gens, tu vois, il y a des fois, tu n'as pas envie de répondre. Tu vois, c'est comme les gens au supermarché quand tu leur demandes est-ce que vous êtes prêt à payer plus pour acheter bio, pour acheter des produits de qualité locale, et les mecs sont tous là oui, 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 et tu les regardes à la caisse, ils ont acheté tous les trucs les moins chers et les plus pourris, tu vois, parce que les mecs, au moment quand tu poses la question, tu n'as pas envie de dire tu vois, oui, oui, oui. Tu as l'impression que la bienséance, est-ce que tu as Est-ce sociétalement. que vous voulez donner pour les petits-enfants en Afrique? Non. Ah oui, Ah vachement, bon? tu vois, est-ce que vous voulez, tu vois, oui, oui, moi je suis à fond là-dessus, et puis les mecs, ils font pas du tout ça, parce que tu vois, Ouais, c'est ça. au niveau de la bienséance et socialement, il faut qu'ils répondent certains trucs, ou ils s'imaginent qu'il faut qu'ils répondent certains trucs pour rester dans la société, et bon, à mon avis, il y a un peu cet aspect-là aussi, quoi. Ouais. Et après, moi, tu vois, ce qui m'a choqué un peu aussi dans les résultats, c'est que, tu vois, la fois où il y avait eu, donc, c'était en 2016, quand Trump avait été élu, tu sais, genre, il y avait déjà eu des soupçons de fraude au niveau des votes. Et sur le mandat qui a suivi avec Biden, là, ça a été avéré. Il y a des mecs qui se sont retrouvés dans les bulletins de vote, mais les mecs, ils étaient morts. Tu sais, ils étaient décédés, ça faisait 20 ans, ils étaient morts, ou des profils qui n'existaient pas. Ou des enfants, tu vois, des enfants qui étaient en train de voter, alors qu'en fait, tu vois, il y a eu plein de bulletins et de votes qu'on a retrouvés, en fait, avec des personnes qui avaient rien à foutre là. Et il y avait plus de 15 ou 20 millions, je crois, 20 millions, ouais. C'était 20 millions de votes en de fou. plus pour les démocrates la dernière fois. Ouais. Ah, c'était un truc de fou, ça. Et après, moi, ce qui m'a choqué aussi, il y a deux choses. Première chose, c'est que Harris, je l'ai vu sur CNN, je crois, ça m'a fait rire, c'était un petit passage. Et ils ont regardé en direct et ils ont dit tiens, on va regarder dans les États où Harris a fait mieux que Biden sur la fois d'avant. Et tu sais, ils regardent la carte, c'était tout gris. Et ils comprenaient pas, ils disaient attends, c'est bizarre. Et en fait, il n'y a pas eu un État
où Harris a fait mieux que Biden sur le truc d'avant, le mandat d'avant. Donc ça, c'est pareil, c'est jamais arrivé. C'est une catastrophe. Et les seuls États où elle a été, entre guillemets, en lead, c'est des États où il n'y a pas de contrôle sur l'ID, sur la carte d'identité. Mmh. Tu peux voter, mais tu sais, sans carte d'identité. Donc là, pareil. En fait, tu vois, il y a des, il y a des questions. Tu te dis, en fait, je pense qu'il y a des problématiques de fraude forcément un peu aux États-Unis et tout. Et je comprends toujours pas aujourd'hui. Tu vois, on a la blockchain, on a plein de trucs. Pourquoi maintenant on vote pas forcément sur Internet parce que tu peux avoir des hacks et tout. Et pourquoi dans l'état actuel des choses, avec ce qu'on connaît avec la blockchain et tout, pourquoi tu peux pas voter via blockchain en fait? Tu vois? Pourquoi on développe pas un truc comme ça, immuable, indélébile et tout? Pourquoi on continue encore de voter avec des bouts de paplard, des mecs qui se trimballent avec des ballots et des scrutins et des trucs? Enfin ça, j'ai jamais compris. Tu vois? Genre je me dis, c'est quand même dingue. Ben, la technologie, elle est là. Après, est-ce qu'ils veulent l'implémenter? Bon, il y a aussi des questions par rapport à ça, mais c'est vrai que tu peux avoir ton identité décentralisée. Idéalement, en plus, ça serait zéro knowledge, c'est-à-dire que toi, tu aurais trouvé une manière d'apporter ton identité. Oui, je suis Thibaut, oui, je suis Théo, mais je donne pas en plus ces documents. Et avec ça, tu vois, je peux confirmer que c'est bien moi qui vote en blockchain. Donc la techno, elle existe. Après, voilà, le mettre en place au niveau des élections, bon, je pense pas qu'on y soit encore là, même si ça pourrait arriver. Et effectivement, ça pourrait permettre plus de transparence et vraiment vérifier. Mais bon, à mon avis, on n'en est pas. Il va falloir attendre deux, trois tours d'élection, quoi.